Construire des fusées, ça fait rêver, pas vrai? Mais une fois qu'on a dit ça, à quoi ressemble vraiment le quotidien d'un ingénieur en aérospatial? Loin de l'image un peu romantique qu'on peut avoir, il y a une réalité bien plus complexe. Une réalité faite de simulations, de paperasse, oui, de paperasse, mais aussi d'innovations absolument incroyables. Alors, on va décortiquer tout ça ensemble. On va passer du rêve au concret pour voir ce qui se cache vraiment derrière les portes des plus grands noms du secteur. Et tout ça, ça part d'une question toute simple posée par un futur ingénieur, un lycéen. C'est sa curiosité qui va être notre fil rouge. On a souvent cette image de l'ingénieur avec les mains dans le moteur, le cambouis, mais la réalité, elle est souvent bien loin de ça. Alors concrètement, ils font quoi de leur journée? Eh bien la réponse pourrait bien être surprenante. Ok, alors avant de sauter à pieds joints dans le quotidien d'un ingénieur, il faut poser les bases. Comprendre sur quoi repose tout le domaine de l'aérospatial. Parce que non, ce n'est pas juste une discipline, c'est vraiment un carrefour, une convergence de tout un tas d'expertises. Voilà la définition formelle. Mais qu'est-ce que ça veut dire au fond? Ça veut dire que c'est un domaine qui vient piocher dans la mécanique, l'électronique, la science des matériaux pour tout faire tenir ensemble. L'objectif final, c'est de garantir que les systèmes hyper complexes, on parle d'avions, de satellites, de fusées, fonctionnent parfaitement en toute sécurité. Que ce soit ici, dans l'atmosphère, ou bien très très loin au-dessus de nos têtes. En gros, pour simplifier à l'extrême, on peut voir ça comme un puzzle à 4 grosses pièces. D'abord, l'aérodynamique, comment l'air se comporte autour d'un objet. Ensuite, la propulsion, ça c'est les moteurs, ce qui pousse. Troisième pilier, les structures, super important, c'est ce qui fait que l'engin ne se désintègre pas en vol. Et enfin, les contrôles, c'est le cerveau de la machine. C'est vraiment l'harmonie parfaite entre ces quatre-là qui fait qu'un avion vole ou qu'une fusée atteint les étoiles. Bon, assez de théorie, passons au vif du sujet. Qu'est-ce qu'ils font vraiment, ces ingénieurs? À quoi ressemble une journée type? On va voir ça de plus près, en se basant sur des témoignages directs du terrain. Et là, attention, première grosse surprise. L'image de l'ingénieur en blouse blanche, clé à molette à la main, il faut un peu l'oublier. La vérité, c'est que l'écrasante majorité du travail, c'est un boulot de bureau. Des journées entières passées devant un écran d'ordinateur à faire quoi? À modéliser, à simuler, à analyser des montagnes de données et oui, à rédiger des tonnes et des tonnes de documents. Et quand on regarde une liste de tâches concrètes, on comprend à quel point c'est varié. C'est ça qui est fou. Un jour, c'est l'assemblage d'une structure, le lendemain, on passe au crible des certificats de matériaux. Après ça, il faut réviser un schéma technique, superviser des techniciens sur le terrain ou encore aller défendre son projet et son budget. C'est un jonglage permanent entre de la technique très pointue, de la communication et de la pure gestion de projet. Et il y a un truc essentiel à comprendre dans ce milieu, la durée des projets. C'est vertigineux. On peut commencer sa carrière sur un projet et la terminer sur le même. Imaginez un peu, passer 5 ans de sa vie à perfectionner un tout petit capteur pour une sonde qui, elle, ne partira que dans 10 ans, ça demande une patience folle. Le travail peut devenir extrêmement pointu, parfois répétitif, c'est vrai, mais la récompense finale, voir cet engin s'arracher du sol, ça doit être assez unique. Alors attention, il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Le monde de l'aérospatial est loin d'être uniforme. En fait, aujourd'hui, on a une sorte de grand écart, une division très nette entre ce qu'on appelle le old space, les grands noms historiques, et le new space qui regroupe toutes les nouvelles startups beaucoup plus agiles. D'un côté, on a les paquebots, les géants historiques. Là-bas, le travail est souvent très stable, mais les processus sont, disons, bien établis. C'est lent, très encadré. De l'autre côté, on a les hors-bords, les boîtes du New Space. Elles fonctionnent vraiment comme des startups de la tech. Les cycles de projet sont ultra rapides, on teste, on échoue, on recommence. C'est plus agile, mais c'est aussi un environnement avec plus de pression et plus de risques. Deux philosophies, deux mondes. Bon, parlons argent. C'est bien beau tout ça, mais est-ce que ça paie? La question est légitime. Alors, jetons un œil aux chiffres et on va commencer par ce qui se passe en France. Alors en France, un ingénieur qui sort de l'école peut espérer un salaire qui tourne autour de 52 000 € bruts par an en moyenne. Franchement, pour un premier job, c'est plutôt attractif. Ça montre bien que le niveau de compétence demandé est élevé et qu'il est reconnu. Et après, eh bien, avec une dizaine d'années d'expérience, ce salaire peut grimper jusqu'à 85 000 € et même au-delà. Clairement, l'expertise, la capacité à piloter des projets complexes, tout ça, ça se paie. La progression est donc assez belle. Mais attention, toutes les spécialités ne sont pas logées à la même enseigne. Si on veut vraiment optimiser, il y a des domaines qui sont de véritables pépites. On parle des systèmes embarqués, de la propulsion, des matériaux composites ou encore de l'avionique. Avoir une expertise là-dedans, c'est un peu le ticket d'or. Ça peut faire grimper le salaire de 15%. Ce n'est pas rien. Maintenant, si on regarde au-delà de nos frontières, les cartes sont complètement rebattues. Les écarts sont significatifs. Aux États-Unis, par exemple, un débutant gagne beaucoup plus qu'en France. L'Allemagne se place entre les deux. Évidemment, attention, ce sont des chiffres bruts, il faut toujours les rapporter au coût de la vie et à la protection sociale qui ne sont pas du tout les mêmes.
Allez, on se projette un peu, parce que l'industrielle, elle n'attend pas, elle est en pleine ébullition, en pleine mutation, et du coup les compétences requises évoluent à toute vitesse. C'est là qu'on arrive au cœur du sujet, le Next Gen Manufacturing Nexus. C'est un concept clé pour comprendre ce qui va dessiner l'aérospatiale de demain. Le message est clair. L'avenir, ce n'est plus de travailler chacun dans son coin, dans son silo, fini. La grande innovation, elle se passe maintenant au carrefour de plusieurs mondes. La conception numérique, les matériaux de pointe et la fabrication intelligente, avec l'impression 3D en tête de file. Donc si on devait lister les compétences qui valent de l'or demain, ce serait celle-ci, une connaissance intime des matériaux avancés. Être un pro de l'intégration de systèmes, c'est-à-dire savoir faire dialoguer le matériel et le logiciel. Maîtriser la simulation numérique pour tout tester virtuellement. Et enfin, être à la pointe des nouvelles méthodes de fabrication. Ce qui nous amène à cette idée qui peut être un peu contre-intuitive. La valeur d'un ingénieur ne se mesure plus seulement à sa seule expertise technique, non. Sa vraie valeur, c'est sa capacité à parler aux autres, à comprendre les contraintes des autres disciplines. C'est cette vision à 360 degrés qui devient plus précieuse que l'hyperspécialisation. Pour résumer, l'ingénieur aérospatial de demain, c'est une sorte de traducteur universel. Un profil capable de faire le pont entre le monde de la mécanique, celui de l'électronique et celui du logiciel. C'est cette polyvalence, cette capacité à parler plusieurs langues techniques qui est la clé pour inventer les engins volants du futur. Ce qui nous laisse avec une question totalement ouverte. Avec cette convergence de la conception, des matériaux et de la fabrication, qu'est-ce que la prochaine génération d'ingénieurs va bien pouvoir construire? Les possibilités semblent littéralement infinies. L'avenir de l'aérospatiale est en train de s'écrire maintenant, entre les mains de celles et ceux qui sauront maîtriser ce nexus.